nous allons débattre des coopérations et notamment des nouvelles coopérations qui peuvent s'instaurer entre médecins et plus particulièrement médecins traitants et le pharmacien d'officine. Et je crois que c'est un thème tout particulièrement d'actualité. Je voudrais remercier les laboratoires Expansience de nous avoir donné la possibilité de l'organiser, surtout avec un plateau prestigieux. Alors, comme tout bon générique, on le présente par ordre alphabétique. Donc, nous avons Gilles Bonnefond, qui est pharmacien, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Jean-Michel Chabot, qui est médecin de formation, professeur de santé publique, et qui est conseiller médical auprès de la Haute Autorité de Santé. Martial Fraisse, pharmacien également, que vous connaissez tous largement ici, qui est président du Conseil régional d'Île-de-France de l'Ordre national des pharmaciens, et François Liard, médecin généraliste, qui exerce dans une belle région viticole, près de Chinon, et qui est ici non seulement pour les larges compétences d'un médecin traitant, d'un médecin de famille, un médecin généraliste, mais aussi parce qu'il a longtemps travaillé sur les médicaments à prescription facultative à l'agence du médicament, à l'époque où elle s'appelait encore l'AFSAPS. Alors, juste quelques mots sur le thème de ce débat. Vous savez que les besoins de santé ont énormément évolué au cours de ces dernières décennies, avec notamment une chronicisation des maladies. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 15 millions de patients chroniques qui représentent 70% des dépenses de santé et quasiment 100% de la progression des dépenses de santé. Et il est certain que la médecine ou les soins en général ont évolué, puisque d'une succession d'actes ponctuels relativement dissociés les uns des autres, on est venu aujourd'hui à la nécessité d'une suite d'interventions coordonnées. Et c'est une notion qui est largement promulguée aujourd'hui sous le vocable de médecine de parcours. Alors, je vais donner la parole au professeur Jean-Michel Chabot pour qu'il nous dise quelques mots de ce qu'est cette médecine de parcours, au sens où la Haute Autorité de Santé la promeut. Donc, Jean-Michel, on a l'habitude de se tutoyer, mais en public, on se vous voit. Donc, si vous voulez bien, effectivement, nous dire quelques mots sur la manière dont la Haute Autorité de Santé promeut aujourd'hui et pour quelles raisons cette médecine de parcours. À vous, Jean-Michel. Bon, bonjour, mesdames, messieurs. En prenant peut-être la question d'un point de vue un peu plus large que celui de la seule Haute Autorité de Santé, ces affaires de coopération entre l'ensemble des 17 ou 18 professions de santé sont en réalité évidemment des choses qui ne sont pas nouvelles, qui sont dans notre pays, en France, de l'ordre de l'initiative personnelle, qui sont d'ores et déjà régulées, autorisées, légalisées dans un assez grand nombre de pays. Et je me souviens d'un travail du CREDES, qui s'appelle l'IRDES maintenant, qui est un organisme un peu de recherche et de synthèse, qui avait conclu à la fin des années 90 que l'analyse qu'on pouvait faire de l'ensemble des expériences et de la littérature à l'échelle des pays de l'OCDE, à l'échelle des pays développés, montrait que toute une série d'actions qui étaient plutôt de l'exclusivité des médecins étaient en réalité réalisées dans des conditions de très bonne qualité et évidemment de très bonne sécurité du patient à l'échelle de ces pays de l'OCDE. Ça, c'était des choses qui étaient publiées, reconnues à la fin des années 90, qui s'appuyaient donc sur des expériences qui avaient été menées tout au long des années 90. Pour cadrer un peu le propos, donc, dans cette loi qui s'appelle HPST, qui a été portée par la ministre Madame Bachelot, mais qui ne sont pas des lois politiques à proprement parler sur un certain nombre d'aspects, qui auraient été portés à peu près de la même façon sur ces aspects fondamentaux par des politiques d'un autre bord, avait, ce qui était relativement une avancée dans notre pays, défini dans ses articles 36 et 38 ce que c'était
que ce qu'on appelle le premier recours. On appelle aussi les soins primaires, c'est-à-dire ce premier contact avec les patients, ce qu'on peut appeler aussi entre nous l'accès aux soins. Et donc avait été défini que le médecin généraliste en France avait des fonctions de médecin de premier recours, était le médecin de premier recours, et il y avait un article dans cette loi HPST que vous pouvez très facilement trouver sur Internet qui liste les fonctions du médecin de premier recours. C'est l'article 36. Et puis 2 articles après, quelques lignes en dessous, il y avait un article 38 qui parlait des fonctions du pharmacien de premier recours. Et c'était à peu près une décalcomanie du premier, sauf que, au lieu de marquer « contribue à la prise en charge des malades en premier accès », pour le pharmacien, c'était marqué « peut contribuer ». Donc c'était une décalcomanie avec une petite distance supplémentaire qui respectait encore une sorte d'exclusivité du médecin généraliste, mais qui s'associait au médecin généraliste. Et donc ces deux petits textes qui prévoient bien, qui donnent bien mission aux médecins généralistes et aux pharmaciens d'officine d'être les premiers au contact des patients, avaient posé les choses d'une façon en réalité assez inhabituelle dans notre système de santé, qui est naturellement très profondément marqué par une culture libérale qui s'accommode assez mal du fait qu'on donne des missions aux uns et pas aux autres. La deuxième chose que je voulais rappeler aussi, dans ce même texte d'ailleurs, de loi HPST, c'est l'article 51, qui est un article qui a un peu défrayé la chronique, et qui pose le cadre de délégation. Alors, on avait parlé de délégation de tâches ou de délégation de compétences. Les ordinaux avaient réagi assez vivement à ça, et on peut le comprendre d'ailleurs. Et puis finalement, tout le monde s'était rallié à ce terme mieux entendu de nouvelle coopération, sans porter vraiment les choses très clairement pour savoir si c'était des délégations de tâches ou des délégations de compétences. Donc, nouvelle coopération. Et donc, c'est un texte qui... constatant que c'est encore des sujets un petit peu brûlants, propose que ce soit des initiatives de terrain, des initiatives des professionnels eux-mêmes qui permettent de faire avancer le débat. Et donc là, ce texte 51 dit que si quelque part, en Touraine par exemple, chez François Liard, les pharmaciens d'officine, pour parler d'eux, souhaitaient remplir des tâches, remplir des activités de premier recours habituellement confiés à des médecins, et bien, ils pouvaient, dans le cadre d'une équipe pluriprofessionnelle, disons médico-pharmaceutique, et avec des infirmières éventuellement, déposer un projet à l'ARS, qui dit, ben voilà, nous les diabétiques, on les prend en charge comme ça dans le cadre d'une coopération renouvelée entre, donc, par exemple, un médecin, un infirmier et un pharmacien d'officine. Si l'ARS trouve que ce projet est intéressant, il le transmet à la Haute Autorité de Santé qui examine le protocole et le projet en question avec 2 préoccupations que chacun peut comprendre. Une préoccupation de est-ce que ce protocole a l'air de porter une prise en charge efficace des malades, et est-ce que surtout ce protocole, cette coopération a l'air de porter une prise en charge sécuritaire des malades. Et donc si la Haute Autorité de Santé donne un avis favorable, et bien l'ARS locale, donc dans notre exemple, l'ARS de Pays de Loire. Non, c'est Centre. À Centre, chez toi, Ouais. Donne un avis favorable, et la chose est mise en œuvre avec un certain nombre de modalités de surveillance pendant une année. Voilà. Donc ça s'appelle article 51. Ça permet d'obtenir sur initiative du terrain des projets où les professionnels font en équipe, ce qui change quand même considérablement les choses. On sort tous d'une conception d'exercice individuel, sinon isolé. Là, il s'agit d'exercice en équipe. Donc ça peut être autorisé. Pour vous donner un minimum d'informations d'actualité, des projets de cette nature-là, France entière, il en a émergé en donc presque 2 années maintenant, une centaine. Ce qui est à la fois beaucoup et très peu en réalité, avec un frein essentiel qui explique ce nombre finalement relativement réduit de projets qui sont sortis, c'est qu'il n'y a aucune disposition financière dans l'environnement réglementaire
de l'article 51, ce qui explique d'ailleurs que la quasi-totalité des projets qui sont sortis se font en milieu d'établissements de santé, parce que là c'est toujours plus facile de trouver des queues de budget quelque part pour animer quelque chose. Voilà. La dernière chose dont on avait convenu de parler pour introduire le propos, c'est d'un décret. Je suis navré de cumuler comme ça une énumération de textes réglementaires, un décret qui était sorti le 5 avril 2011 et qui disait justement que l'assurance maladie pouvait financer des nouvelles modalités de coopération entre un médecin traitant et un pharmacien d'officine, au fin que le pharmacien d'officine exerce, au-delà de son travail habituel, le suivi de ce patient chronique, de ces patients chroniques, habituellement suivis par le médecin traitant. Alors on avait convenu de parler de ça parce qu'en réalité, comme on a Martial Fraisse ici et Gilles Bonnefond, qui sont en première liste là-dessus, moi j'étais intéressé, peut-être comme vous, à savoir si ce décret du 5 avril était quelque chose qui avait des chances d'être mis en œuvre, ou est-ce que c'était simplement un texte à vocation pédagogique et qu'on reverrait les choses un petit peu plus tard. Voilà. Merci Jean-Michel.